et bienvenue. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet dont on ne parle pas assez, le bal. Nous allons donc voir à travers des extraits littéraires et filmiques comment le bal était perçu entre le XVIe et le XIXe siècle avant d'en montrer son rôle. Aujourd'hui se trouve parmi nous Elias, un jeune historien très connu pour ses nombreuses œuvres telles que Bal en scène et Scènes de bal. C'est donc Louise, une jeune critique littéraire travaillant dans le monde des livres. Alors Elias, vous qui êtes spécialiste des bals et historien, que pourriez-vous nous raconter un peu ? Alors le bal est un lieu d'événement où on pouvait se réunir à l'époque pour danser, pour se rapprocher. C'était à l'époque de Louis XIV justement. Donc c'était un sacré lieu pour se rencontrer à l'époque des rois. Donc c'était plutôt intéressant. Aujourd'hui il n'a pas vraiment de valeur, c'est plus un amusement. Donc aujourd'hui, voilà. Donc à la Renaissance, les bals servent de lieu de rencontre et plus précisément pour s'amuser à l'heure d'aujourd'hui. D'accord, merci. Nous allons commencer par un extrait de La Princesse de Clèves, publié en 1678 et écrit par Madame de Lafayette. Le bal commença, et comme elle dansait avec monsieur de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que monsieur de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu. Surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il se leva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de ne parler à personne, et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui il était, et s'ils ne s'en doutaient point. Elias, vous qui êtes historien, donc, pouvez-vous nous informer sur le contexte historique de l'époque à laquelle se situe l'extrait ? Donc à l'époque, cet extrait se dansait à la cour des rois, donc le bal était quand même bien plus strict qu'aujourd'hui parce que les femmes n'avaient pas le droit à la parole, mais il y avait quand même lieu d'hommes et femmes à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus modéré et beaucoup plus diverti. D'accord. Voulez-vous peut-être nous éclairer sur cet extrait ? Je pourrais dire énormément de choses sur cet extrait. D'abord, la littérature courtoise née dans le contexte féodal, dominée par la violence et la brutalité. À cette époque, le viol des femmes était assez courant, malheureusement. Ainsi, cette littérature a pour but de présenter un nouveau modèle de comportement et d'adoucir les mœurs. La Princesse de Clèves est le premier livre de psychologie féminine. C'est d'ailleurs ce qui le rend intéressant. Du coup, dans cet extrait et dans ce film en général, c'est que la princesse se livre entièrement sur son ressenti, contrairement aux droits des femmes de cette époque qui étaient souvent soumises, si je puis me permettre. Nous allons donc passer au second texte, qui est Madame de Bovary de Flaubert, publié en 1857. Ce texte, comme La Princesse de Clèves, nous évoque une rencontre. Quelques hommes de 25 à 40 ans, disséminés parmi les danseurs ou causant à l'entrée des portes, se distinguaient de la foule par un air de famille, quelles que fussent leurs différences d'âge, de toilette ou de figure. Leurs habits, mieux faits, semblaient d'un drap plus souple, et leurs cheveux, ramenés en boucle vers les tempes, lustrés par des pommades plus fines. Ils avaient le teint de la richesse, ce teint blanc que rehausse la pâleur des porcelaines, les moires du satin, le vernis des beaux meubles, et qu'entretient dans sa santé un régime discret de nourritures exquises. Leurs cous tournaient à l'aise sur des cravates basses, leurs favoris longs tombaient sur des cols rabattus. Ils s'essuyaient les lèvres à des mouchoirs brodés d'un large chiffre, d'où sortait une odeur suave. Ceux qui commençaient à vieillir avaient l'air jeunes, tandis que quelque chose de mûr s'étendait sur le visage des jeunes. Dans leurs regards indifférents flottait la quiétude de passion journellement assouvie, et, à travers leur manière douce, perçait cette brutalité particulière que communique la domination de choses à demi faciles, dans lesquelles la force s'exerce et où la vanité s'amuse, le maniement des chevaux de race et la société des femmes perdues. À 3 pas d'Emma, un cavalier en habit bleu causait Italie avec une jeune femme pâle,
portant une parure de perles. Il vantait la grosseur des piliers de Saint-Pierre, Tivoli, le Vésuve, Castellamare et les Cassines, les Roses de Gênes, le Colisée au clair de lune. Emma écoutait de son autre oreille une conversation pleine de mots qu'elle ne comprenait pas. On entourait un tout jeune homme qui avait battu, la semaine d'avant, Miss Arabelle et Romulus, et gagné 2000 louis à sauter un fossé en Angleterre. L'un se plaignait de ses coureurs qui engraissaient, un autre des fautes d'impression qui avaient dénaturé le nom de son cheval. L'air du bal était lourd. Les lampes pâlissaient. On refluait dans la salle de billard. Un domestique monta sur une chaise et cassa 2 vitres. Au bruit des éclats de verre, Madame Bovary tourna la tête et aperçut dans le jardin, contre les carreaux, des faces de paysans qui regardaient. Alors le souvenir des Berthaud lui arriva. Elle revit la ferme, la mare bourbeuse, son père en blouse sous les pommiers, et elle se revit elle-même, comme autrefois, écrémant avec son doigt les terrines de lait dans la laiterie. Mais, aux fulgurations de l'heure présente, sa vie passée, si nette jusqu'alors, s'évanouissait tout entière, et elle doutait presque de l'avoir vécue. Elle était là, puis autour du bal, il n'y avait plus que de l'ombre, étalée sur tout le reste. Elle mangeait alors une glace au marasquin, qu'elle tenait de la main gauche dans une coquille de vermeil, et fermait à demi les yeux, la cuillère entre les dents. Excusez-moi, mais Madame Bovary n'est pas vraiment semblable à la princesse de Clèves. Certes, Emma et la princesse sont transcendées par le bal, mais Emma ne savait absolument rien de Rodolphe, tandis que la princesse de Clèves connaissait un tout petit peu Monsieur de Nemours. Autant pour moi. De plus, les contextes historiques divergent. Il ne s'agit plus vraiment de la littérature courtoise aujourd'hui. La société est moins violente envers les femmes. Il s'agit plus d'une période de révolution industrielle aujourd'hui. Très bien. Mais seulement ne trouvez-vous pas dommage, par exemple, que la danse ne soit pas précisée? Ça, après, je peux vous montrer. Donc, suivez-moi. Bon, je pense qu'on a compris. Alors, redevenons sérieux et abordons le 3e texte. Ce dernier est Germinal d'Émile Zola. Le Bon Joyeux se composait de 2 salles, le cabaret, où se trouvaient le comptoir et des tables, puis, communiquant de plain-pied par une large baie, le bal, vaste pièce planchéifiée au milieu, seulement dallée de briques autour. Une décoration l'ornait, 2 guirlandes de fleurs en papier qui se croisaient d'un angle à l'autre du plafond, et que réunissait, au centre, une couronne de mêmes fleurs, tandis que, le long des murs, s'alignaient des écussons dorés, portant des noms de saints, Saint-Éloi, patron des ouvriers du fer, Saint Crépin, patron des cordonniers, Sainte Barbe, patronne des mineurs, tout le calendrier des corporations. Le plafond était si bas que les 3 musiciens, dans leur tribune, grande comme une chaire à prêcher, s'écrasaient la tête. Dans ce roman, le bal apparaît au tout début du récit. Il rassemble les ouvriers de mine qui viennent tous se rassembler pour se divertir, danser et boire le soir lors d'une fête patronale, dont la description occupe tout un chapitre entier. Le bal n'a pas une importance déterminante dans l'intrigue, mais c'est ce soir-là que la Maheu va proposer à Étienne de s'installer chez eux, cohabitation qui va infléchir le cours du récit. Cet extrait se différencie des autres par l'absence de description. Donc, contrairement aux autres extraits, celui-ci évoque une scène de danse populaire. Donc cette dernière est pratiquée dans un groupe et dans un cadre assez rétroactif. C'est vrai qu'à l'époque, la France connaît des moments de travail assez durs ainsi que le chômage dans les mines. Donc les moments de bal étaient plutôt lieu pour se décontracter, dans des moments pour détendre l'atmosphère. C'est vrai que cela leur permet d'oublier la difficulté, leurs conditions de travail de temps en temps, ainsi une semaine dure de travail. Nous pouvons donc en conclure qu'il existe au fil des époques différentes manières de célébrer le bal. Ainsi, grâce à Elias et à Louise, nous avons pu comprendre comment chaque époque définissait le bal. La littérature nous montre plusieurs aspects du bal, les bals des nobles et les bals de classe populaire ou même ouvrière. D'ailleurs, il y aura à la fin du XXe siècle 2 styles de danse, donc la danse savante et la danse populaire.